Salut. Classer, juger, dominer. 3 mots, 3 gestes, 3 actes qui, mis ensemble, racontent peut-être l'une des plus grandes dérives de l'histoire humaine. Les 2 derniers, juger et dominer, résonnent fort pour bon nombre d'entre nous. Juger, ça évoque la justice, la vérité, la culpabilité, les sentences, la haine, la vengeance, et toutes ces émotions complexes qui poussent l'humanité à ressentir trop souvent de la colère, de la frustration ou de la déception. Dominer, lui, nous ramène à l'un des traits fondamentaux de notre espèce, le besoin de contrôler l'autre, un réflexe qu'on partage d'ailleurs avec plusieurs autres espèces animales. Mais chez l'humain, il a pris une toute autre ampleur. Et comme le titre de notre épisode l'indique, classer, juger, dominer, histoire d'une dérive humaine, le lien entre ces 3 verbes n'est ni nouveau ni anodin. Mais alors, qu'en est-il du premier mot classer? Dans ce trio, on pourrait croire que c'est l'intrus, celui qui n'a pas sa place. Justement non, c'est peut-être le point de départ, et c'est ce que nous allons découvrir ensemble. Notre objectif d'aujourd'hui, c'est de comprendre le lien profond qui unit ces 3 gestes, comment ils ont transformé les individus et les sociétés, les dérives qu'ils ont engendrées et les boulets invisibles qu'on continue de traîner au 21e siècle. Pour nous aider à y voir plus clair, on peut compter sur Chapsy, notre psy-maison, et Châtel, notre historienne engagée, qui vont convoquer pour nous les écrits d'une vingtaine d'auteurs pour éclairer ces dynamiques, parfois sombres, parfois salvatrices. Et je commence par toi, Châtel. D'un point de vue historique, comment ces 3 mots classer, juger, dominer se sont-ils entremêlés dans l'évolution humaine? Bonjour à tous. Oui, ces 3 mots ne sont pas nés ensemble, mais ils ont grandi ensemble. Et leur histoire suit de très près, celle de l'humanité elle-même. Tout commence avec le classement, cette capacité qu'a développée l'Homo sapiens pour survivre. Classer vite, c'était vital, différencier l'allié de l'ennemi, l'utile du dangereux, le familier de l'inconnu. C'est ce que Harari, Boyer ou Lévi-Strauss nous montrent. Notre cerveau a appris à simplifier le monde pour éviter de se faire dévorer. Mais très vite, ce classement instinctif devient social. Quand les humains commencent à vivre en groupes plus grands, à s'installer, à créer des villages, des temples, des lois, on commence à formaliser le classement. C'est l'époque où on distingue les rôles, chefs, prêtres, soldats, femmes, esclaves, étrangers. Et c'est là que entre en scène le jugement. Juger devient une façon de légitimer le classement. On dit que certains sont purs, d'autres impurs, que tel comportement est bon, et tel autre mauvais. Les premiers codes de loi, comme celui d'Hammurabi, sont à la fois des outils de justice et des instruments de hiérarchisation. Puis, logiquement, vient la domination. Car ceux qui ont le pouvoir de classer et de juger peuvent imposer leur vision du monde. On l'a vu dans les empires, dans les religions d'État, dans la colonisation, dans les idéologies du XXe siècle. Le classement devient un système. Le jugement, un rituel. Et la domination, une logique bien rodée. Alors non, classer n'est pas l'intrus. C'est la racine. Et ce trio-là, classer, juger, dominer, est peut-être le fil rouge caché de toute notre histoire sociale et politique. Cette histoire sociale repose sur un mécanisme biologique de base, la nécessité de réduire la complexité pour décider rapidement. Le cerveau humain, comme l'explique Daniel Kahneman, fonctionne selon 2 vitesses, une pensée rapide, intuitive, qui juge en un clin d'œil, et une pensée lente, plus réfléchie, mais coûteuse en énergie. Et devine laquelle domine notre quotidien? Celle qui classe vite, juge vite, pour économiser du carburant mental. Ce réflexe était adaptatif. À l'époque du Paléolithique, si tu hésitais trop longtemps à savoir si ce bruit dans les buissons était un prédateur ou non, tu devenais son dîner. Comme le montre Pascal Boyer, cette capacité à détecter une menace en la catégorisant rapidement, ami ou ennemi, membre du groupe ou pas, a été sélectionnée par l'évolution. Mais voilà où ça se complique. Ce mécanisme de survie n'a pas disparu avec les tigres à dents de sabre. Il s'est transposé dans la vie moderne. On juge maintenant sur une apparence, un accent, une opinion, avec la même vitesse que jadis pour fuir un danger. Et notre jugement rapide est bourré de biais. Le biais de confirmation. On sélectionne les infos qui confirment ce qu'on pense déjà. Le biais de halo, une caractéristique positive ou négative, teinte tout ce qu'on perçoit d'une personne. Le stéréotype cognitif.
On applique à l'individu ce qu'on croit du groupe, et ça va très vite. Comme le rappelle aussi Jonathan Haidt, nos jugements moraux ne sont pas rationnels. Ils viennent de l'intuition, du ressenti. Et on les justifie après coup, avec des raisons. On se croit raisonnable, mais on agit souvent par réflexe émotionnel déguisé en logique. Alors oui, le cerveau classe, pour survivre. Mais dans le monde d'aujourd'hui, ce classement rapide devient un piège mental. Et quand il s'associe à des systèmes sociaux rigides, comme Châtel le disait, il devient le socle invisible, mais puissant, de nos injustices modernes. Je veux rebondir sur ce que Châtel nous exprimait à propos des premiers codes de loi. Tu as mentionné le code d'Hammurabi. J'aimerais que tu nous expliques ce que c'était, à qui ça s'adressait et en quoi ça a été déterminant pour la suite de l'histoire humaine. Le Code d'Hammurabi, c'est l'un des tout premiers ensembles de lois écrites qu'on connaisse. Il a été gravé sur une stèle de basalte vers 1750 avant notre ère, en Mésopotamie, par le roi Hammurabi de Babylone. C'est un texte fascinant. Il comporte 282 articles qui couvrent à peu près tous les aspects de la vie. Le commerce, le travail, le mariage, les dettes, les vols, les blessures. Mais ce n'est pas un code de loi égalitaire, loin de là. Ce qui est frappant, c'est que la justice y est conditionnée par le statut social. Une infraction commise contre un noble ne se juge pas de la même façon que si elle est commise contre un esclave. La peine varie aussi selon que tu sois homme, femme, propriétaire ou dépendant. C'est là que le classement social devient un principe juridique. En fait, le Code d'Hammurabi, c'est l'exemple parfait d'un système où, classer, juger et dominer sont étroitement liés. Tu es jugé selon la catégorie à laquelle tu appartiens. Et ce jugement renforce cette catégorie en retour. C'est aussi un moment clé dans l'histoire humaine. On passe d'une justice fondée sur la vengeance ou l'arbitraire, à une justice institutionnalisée, mais aussi stratifiée. Et cette stratification, qu'on retrouvera plus tard dans les castes, les ordres féodaux, ou les classes modernes, va marquer nos sociétés pendant des millénaires. En résumé, ce code, ce n'est pas juste des lois, c'est une architecture mentale, une façon de penser le monde en niveau d'humanité. Et on en porte encore les traces aujourd'hui. Ce que tu viens de décrire, Châtel, c'est exactement ce que les neurosciences sociales nous permettent de mieux comprendre aujourd'hui. Les lois écrites ont codifié une structure mentale qui était déjà en nous, mais qu'elles ont fixée dans le marbre, littéralement. Et ça laisse des traces. Encore aujourd'hui, dans nos systèmes modernes, il existe ce qu'on appelle des hiérarchies implicites de valeurs humaines. Certaines vies valent plus que d'autres. Certains témoignages sont plus crus que d'autres. Certaines erreurs sont excusées, d'autres, impardonnables. C'est ce que montre Erving Goffman avec son concept de stigmate. L'individu étiqueté dévie de la norme attendue et voit son identité réduite à un trait perçu comme négatif. Et une fois qu'il est classé, le jugement suit. Et avec le jugement, la marginalisation. Autrement dit, on ne voit plus la personne, on ne voit plus le geste, on voit la catégorie. Et ça vaut même pour la justice moderne. Des études comme celle de Daniel Kahneman et d'autres psychologues montrent que nos jugements, y compris ceux des juges, des jurés, des profs, des employeurs, sont influencés par l'apparence, le langage, l'origine ethnique ou sociale. Et ce n'est pas forcément volontaire. C'est souvent inconscient. On pense être objectif. Mais nos cerveaux sont programmés pour détecter des patterns, pas pour juger de façon neutre. Donc, effectivement, le code d'Hammurabi n'était que le début. Aujourd'hui encore, nous vivons avec des lois visibles, mais aussi avec des lois invisibles, gravées dans nos têtes, transmises par la culture, les médias, et parfois même par de bonnes intentions mal dirigées. Et c'est là que la vigilance commence. Reconnaître que, juger, ce n'est pas forcément rendre justice. Je vous écoute et je me dis que si déjà nos lois écrites, nos automatismes cognitifs et nos normes sociales suffisent à enfermer les gens dans des cases, et qu'en plus, si on ajoute les phénomènes récents des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle, on n'est pas sorti du bois. Parce que je comprends que ces nouveaux outils amplifient tout ça, non? Les réseaux sociaux sont devenus un accélérateur historique de la mécanique, classé, jugé, dominé. En quelques clics, on étiquette quelqu'un, on le juge publiquement, et on peut même le bannir socialement. Tout ça, en temps réel. Ce que les lois, les tribunaux ou les institutions mettaient jadis des années à formaliser. Aujourd'hui, ça se joue en quelques heures sur Twitter, TikTok ou Facebook. Et le plus inquiétant, c'est que cette justice express n'est ni équitable, ni contextualisée, ni révisable. C'est du jugement instantané, fondé sur l'émotion collective, pas sur des faits. C'est une forme de tribunal populaire décentralisé,
et pour beaucoup de gens, c'est plus puissant que le système judiciaire lui-même. Exactement. Et si tu me permets, je pousserai plus loin avec l'intelligence artificielle, parce qu'elle rajoute une couche d'automatisation cognitive. Les algorithmes d'IA classent déjà les CV, les visages, les discours, les comportements, et ils le font selon des critères hérités de données biaisées, souvent issues des discriminations passées. Donc, ce qui était jadis un réflexe humain, puis un outil politique, devient aujourd'hui un système autonome qui décide qui obtient un prêt, un emploi ou une peine de prison. Et le plus fou, c'est qu'on a moins de recours contre une IA que contre un juge humain. C'est ce que Cathy O'Neil appelle les armes de destruction mathématique. Ce sont des algorithmes opaques, perçus comme neutres parce qu'ils sont techniques, mais qui amplifient les injustices plutôt que les corriger. Et au final, ça ferme la boucle. On revient à dominer par le classement automatique, sous le prétexte du progrès. C'est propre, rapide, efficace et profondément dangereux. Très intéressant, mais je dirais en même temps super inquiétant. J'aimerais qu'on revienne un peu en arrière, Châtel, parce que là, on parle d'un code, celui d'Hammurabi, qui vient tout formaliser, qui structure les inégalités, qui organise le pouvoir autour du classement social. Et moi, je me demande comment la dérape a pu se produire sans que le peuple se soulève. Ils dormaient tous au gaz ou quoi? Tu me fais sourire avec ton « dormaient tous au gaz ». Mais en fait, il faut se replacer dans le contexte. On est dans une société qui sort à peine du nomadisme, où les grandes cités-États émergent et où la peur du chaos est immense. L'ordre, c'est la priorité absolue. Et Hammurabi, lui, se présente comme le garant de l'ordre divin sur terre. Et là, c'est malin. Ce code, il ne tombe pas du ciel par hasard, il est gravé dans la pierre, présenté comme dicté par les dieux. Et donc, contester le code, c'est contester les dieux. Et dans une société profondément religieuse, c'est impensable. Ce n'est pas juste un roi qui te punit, c'est l'univers tout entier qui se retourne contre toi. En plus, comme souvent dans l'histoire, le système bénéficie aux dominants, mais il offre aussi une apparence de sécurité et de justice aux autres. C'est un peu du genre, ok, je suis en bas de l'échelle, mais au moins, je sais où je me situe et ce qui va m'arriver si je déroge. C'est ce que Pierre Clastre, et plus tard, James C. Scott appellent des formes de consentement stratégique. Les peuples acceptent parfois une domination injuste par peur de l'instabilité ou par croyance dans un ordre supérieur. Alors non, ils ne dormaient pas au gaz. Mais ils naviguaient dans un monde où la stabilité valait plus que l'équité. Et ça, c'est un réflexe qui nous habite encore de nos jours, beaucoup plus qu'on veut bien l'admettre. Mais dis-moi, Chapsi, il doit bien y avoir une piste neuronale que ces gens-là, même à l'époque, auraient pu exploiter pour s'en sortir, non? Tu sais, je veux dire, un réflexe, une lucidité, une forme de résistance intérieure qui aurait pu éviter cette première grande dérive. Dis-moi qu'on avait une chance. C'est un angle mort fondamental dans l'évolution humaine. Oui, on aurait eu une chance, et on l'a toujours. Mais cette chance, elle vient d'un endroit contre-intuitif, ralentir. Le cerveau humain, dès les premières civilisations, est pris entre deux grands modes de pensée, ce que Daniel Kahneman appelle le système 1, rapide, intuitif, automatique, et le système 2, lent, réfléchi, critique. Quand on est dans la peur, dans l'incertitude, dans la compétition, c'est le système 1 qui domine. Il classe, il juge, il cherche des patterns. C'est efficace, mais terriblement biaisé. Ce qui aurait pu changer les choses, c'est de créer des espaces de dialogue, de récit, de nuances. Des formes de pensée lente, comme la philosophie, les mythes ou même la poésie. Ces espaces permettent à l'empathie, à la réflexion et à la remise en question de faire surface. Mais ces processus-là, ils demandent du temps, de la sécurité, du courage social. Et dans les débuts de la sédentarité, c'était un luxe rare. Donc pour répondre franchement, oui, une piste neuronale existait. Mais nos circuits de survie prenaient trop de place, et nos sociétés n'étaient pas prêtes à écouter les signaux faibles de la lucidité. Et, à bien y penser, ça n'a pas tellement changé aujourd'hui, non? Ouf, tu viens de me donner un frisson, Chapsi. Au fond, ce n'est pas qu'on ne peut pas ralentir, c'est qu'on ne le fait pas nécessairement quand ça pourrait être le plus significatif ou le plus important. Et là, je me tourne vers toi, Châtel. Historiquement, est-ce qu'il y a eu des contre-pouvoirs, des forces culturelles ou spirituelles qui ont tenté de ralentir la machine, de ramener un peu de nuance, d'humanité? Je pense notamment aux religions. Est-ce qu'elles ont aidé ou empiré les choses?
Comme c'est souvent le cas dans l'histoire, la réponse c'est les deux. Les grandes religions ont souvent été des miroirs tendus à nos dérives, mais aussi des boucliers contre elles. Prenons l'exemple du christianisme des origines. Dans un monde où l'ordre romain imposait des classes rigides, des esclaves aux citoyens, l'idée que tous les êtres humains sont égaux devant Dieu, c'était une bombe sociale. Idem pour l'islam au 7e siècle, qui pose des limites aux abus de pouvoir des élites tribales, ou encore le bouddhisme, qui invite à l'abolition de l'ego et de l'attachement, donc à désactiver le réflexe de domination. Mais ces mouvements ont souvent été récupérés par le pouvoir. Les églises, les clergés, les castes religieuses ont parfois reproduit les mêmes mécaniques. On classait les fidèles, on jugeait les comportements, on dominait au nom du sacré. Pensons aux inquisiteurs, aux brahmanes, ou à certaines dérives actuelles dans des régimes théocratiques, c'est-à-dire où la religion domine. Il y a un terme que j'aime pour désigner ça, l'ambivalence structurante. Les religions structurent le vivre ensemble, mais elles sont ambivalentes. Elles peuvent libérer ou enchaîner, selon qui les interprète, et dans quel contexte de pouvoir. Mais dans les meilleures versions d'elles-mêmes, les religions ont offert des récits puissants pour sortir du réflexe de la violence, pour questionner la hiérarchie, et pour défendre les vulnérables. Sans aller vers les solutions, car on aura le loisir d'en parler un peu plus tard dans l'épisode, j'aimerais qu'on se prête à un petit exercice ludique, un jeu d'histoire-fiction. Alors, retournons dans le passé et imaginons que Chatel, tu puisses réécrire l'histoire. Donc, tu reprends le moment où le code d'Hammurabi arrive sur la place publique, mais cette fois, tu y glisses un brin de sagesse, un soupçon d'équité, un levier pour éviter la dérive qu'on a connue par la suite au fond. Alors, comment t'y prendrais-tu? Tu te sens capable de jouer à l'utopiste historienne? Oh que oui! Tu viens de réveiller la conteuse en moi. Alors, imaginons. Nous sommes à Babylone, vers 1750 avant notre ère. Hammurabi, roi des rois, s'apprête à graver son célèbre code dans la pierre. Mais, et c'est là que tout change, il n'est pas seul. Il convoque aussi des représentants du peuple, des sages des villages, des femmes guérisseuses, des artisans, des anciens soldats revenus de la guerre. Et au lieu d'un monologue divin, on assiste à un dialogue collectif. On rédige un pacte plutôt qu'un code. Et ce pacte commence ainsi, aucun homme ne peut juger un autre sans d'abord l'écouter et le comprendre. Les lois ne sont plus basées sur les classes sociales, mais sur les intentions et les contextes. On inscrit le principe d'écoute obligatoire avant toute sentence. Et, tiens-toi bien, chaque année, le peuple peut réviser certaines lois à travers une fête civique, comme une agora babylonienne. Ce changement aurait peut-être ralenti l'Empire, mais il aurait évité la naturalisation de l'injustice. Et il aurait posé les fondements d'une culture du doute, donc du requestionnement, de l'équité et de la parole partagée. Bon, c'est peut-être de la pure utopie. Mais c'est aussi ça, l'histoire, imaginer ce qui aurait pu être, pour mieux construire ce qui pourrait encore advenir. Wow, c'est très bien raconté. Et dis-nous, Chapsi, de ton côté, dans cette version alternative de l'histoire que Chatel vient de nous offrir, quelle aurait été la trame neuronale? Qu'est-ce qui, dans notre cerveau, aurait pu permettre que ce genre d'élan collectif et équitable prenne racine, plutôt que la logique de domination qu'on a connue et qui a percolé jusqu'à aujourd'hui? Je vais te répondre en 3 temps, comme une fugue cognitive. Premièrement, il faut comprendre que le cerveau humain est socialement plastique. Il s'adapte aux règles implicites du groupe pour survivre et appartenir. Si Hammurabi avait mis en place une culture fondée sur l'écoute, la discussion, la nuance, le cerveau collectif aurait évolué dans ce sens. Des circuits neuronaux liés à l'empathie, comme ceux activés par le cortex préfrontal médian et le précuneus, auraient été renforcés par la pratique, comme on renforce un muscle. Deuxièmement, le sentiment de justice n'est pas qu'un concept abstrait, c'est une expérience corporelle. Des études en neurosciences sociales montrent que le cerveau réagit à l'injustice comme à une douleur physique. Donc, si le pacte babylonien de Chatel avait reconnu l'écoute, le doute, la parole partagée, il aurait diminué les réactions de défense dans le système limbique et renforcé des réponses plus coopératives. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, le cerveau adore les récits. S'il avait grandi dans une civilisation où on racontait que le pouvoir vient de la vulnérabilité, que la sagesse vient de la diversité des voix, eh bien, il aurait codé cette narration dans ses fondations. Et peut-être que des millénaires plus tard, on ne serait pas ici à essayer de réparer, mais à poursuivre cette trame. Alors oui, la trame neuronale était possible. Mais encore fallait-il avoir l'environnement culturel pour la nourrir. Ça fait rêver. Mais revenons à aujourd'hui.
Parce que quand on regarde l'actualité internationale et la géopolitique, on a presque envie de dire qu'en près de 4000 ans depuis le Code d'Hammurabi, non seulement les choses n'ont pas changé, mais elles ont même pris une tournure franchement malsaine. Je pense ici, par exemple, aux analyses de Jeffrey Sachs, économiste américain, conseiller politique et professeur à Columbia. Il tire à boulet rouge sur tous les leaders du 21e siècle, toutes tendances confondues. Il revient souvent sur une expression qui m'a profondément marqué, l'arrogance du pouvoir. Cette expression, pour moi, fait écho à la deuxième portion de notre titre d'épisode, Histoire d'une dérive humaine. Alors j'aimerais vous entendre là-dessus. Comment qualifiez-vous cette dérive, ou plutôt, comment la décriveriez-vous, avec vos lunettes d'historienne et de psychologue? Pour moi, cette dérive s'incarne dans ce que j'appellerais le paradoxe de la puissance. Historiquement, plus une civilisation ou un individu a acquis de pouvoir, plus il a eu les moyens d'imposer sa vision du monde. Et moins il a eu l'habitude de se remettre en question. C'est une vieille mécanique qui traverse les siècles, des pharaons aux empereurs romains, des rois absolus aux multinationales, des États-nations aux géants des technologies et du web tels Google, Amazon, Microsoft et les autres, on retrouve cette accumulation de pouvoir non balancé, où les garde-fous deviennent décoratifs. Et l'arrogance du pouvoir, comme le dit Sachs, c'est précisément ça, un aveuglement tranquille, une certitude d'être dans le vrai, et surtout, une surdité volontaire aux voix dissidentes. Ce qui est tragique, c'est que cette logique a souvent été légitimée par le progrès. On nous dit, c'est pour le bien de tous. C'est la marche de l'histoire. Mais les civilisations qui oublient d'écouter, finissent souvent par s'effondrer sous leur propre surdité. J'adhère à tout ce que vient de dire Châtel. Et j'ajouterai ceci, l'arrogance du pouvoir, c'est un biais cognitif devenu institutionnalisé. En psychologie, on sait que le pouvoir altère la perception sociale. Quand quelqu'un se sent puissant, il devient moins capable de lire les émotions des autres, moins sensible aux signaux faibles, et plus enclin à justifier ses propres comportements. C'est pas juste une mauvaise habitude, c'est une reconfiguration des circuits neuronaux, documentés en neurosciences sociales. Le cortex préfrontal devient moins actif dans l'empathie, et plus centré sur l'action rapide, la décision tranchée. Et dans un monde comme le nôtre hyperconnecté, ultra rapide, dopé à la performance, eh bien ce profil-là devient le modèle dominant. On forme nos élites à agir vite, à décider sans douter, à persuader sans écouter. Et à force de répéter ce script, on banalise la violence symbolique, la hiérarchie automatique et le rejet de la nuance. Donc oui, la dérive, elle est structurelle, mais elle est aussi neuronale. Et c'est peut-être pour ça qu'elle est si difficile à inverser. Pour rester dans notre petit exercice de fiction historique, j'aimerais qu'on pousse le jeu un peu plus loin. Châtel, tu nous as brillamment raconté une version alternative du Code d'Hammurabi. Alors cette fois, je te lance un nouveau défi. Et si tu nous racontais à ta manière l'histoire de la dérive humaine des 100 dernières années, une sorte de rétrospective imagée, en accéléré, où l'on verrait comment le pouvoir, le jugement, la classification et la domination ont changé de forme, mais pas forcément de logique. T'en sens-tu capable? Moi? Capable? Bien sûr. Et avec plaisir. Mais attachez vos ceintures, on va voyager vite et pas toujours confortablement. L'histoire que je vais vous raconter commence en 1925. Il y a un siècle. Le monde sort de la Grande Guerre. Traumatisé, affamé, mais déjà prêt à reconstruire et reclasser. Dans les années 30, on voit renaître une obsession pour l'ordre, le rang, la pureté, l'identité nationale. La montée du fascisme, du nazisme, du stalinisme, chacun avec ses propres critères pour juger qui mérite de vivre et qui ne vaut rien. Les étiquettes deviennent mortelles. Juifs, bourgeois, dissidents, déviants. Puis vient 1945. L'horreur est trop grande. Alors on jure, plus jamais ça. On invente les droits humains, les Nations Unies, l'idée que chaque voix compte. Mais très vite, les vieilles habitudes reprennent le dessus. La guerre froide s'installe, Est-Ouest, bon méchant, alliés-ennemis. Les peuples sont à nouveau classés, jugés, dominés, selon leur camp, leur idéologie, leur utilité stratégique. Les années 80 à 90 apportent un souffle d'espoir. La chute du mur, Internet, une idée folle d'un village global. Mais ce village est vite repris par les plus forts, les plus visibles, les mieux financés. Et au XXIe siècle, les classifications deviennent algorithmiques. Les jugements sont automatisés.
La domination se fait par l'attention, les données, la narration contrôlée. Les stéréotypes sont recyclés en mèmes, c'est-à-dire tout ce que l'on se transmet par imitation, et les différences deviennent des opportunités de marketing. Finalement, au bout de tout ça, la vérité se perd dans un nuage de relativisme confus. Bref, on est passé de la botte militaire au tweet toxique, du décret royal à l'algorithme publicitaire. Mais le fil rouge est là, depuis toujours. Je te classe, donc je te contrôle. Et pendant ce temps, l'humain, lui, cherche encore comment être vu autrement que par ses étiquettes. C'était percutant Châtel, et tragiquement juste. Ce que tu viens de raconter d'un point de vue historique, moi je le traduis en trajectoire neuronale collective. Parce que tout au long de ce siècle, on a renforcé, sans vraiment s'en rendre compte, les circuits cérébraux de la peur, du repli et de la simplification. Chaque époque de tension, de crise ou de guerre a activé les mêmes mécanismes. Classer vite, juger fort, dominer avant d'être dominé. Et ces mécanismes-là, au départ utiles à la survie, sont devenus des réflexes conditionnés par nos environnements sociaux, politiques, technologiques. L'avènement du numérique, surtout, a été un gigantesque amplificateur. Nos cerveaux, déjà enclins à chercher des raccourcis cognitifs, se sont retrouvés noyés dans un flot de stimuli, de notifications, de contenus qui valident nos biais. On parle d'économie de l'attention, mais en vérité, c'est une économie de l'impulsivité. Lentement mais sûrement, on a troqué la pensée critique contre la vitesse d'opinion, l'écoute profonde contre la réactivité émotionnelle, et la nuance contre le confort du préjugé. Alors, oui, on a changé de décor, des tribunaux aux réseaux sociaux, des parchemins aux algorithmes. Mais les scripts internes, eux, sont restés étonnamment les mêmes. Et c'est peut-être ça, la vraie dérive, qu'on se croit plus évolué, mais qu'on utilise toujours la même vieille carte mentale pour lire le monde. Après 4000 ans, c'est quand même fou de penser qu'on en arrive à constater une dérive majeure de l'humanité qui perdure depuis tout ce temps-là. Alors que les 100 dernières années ont vu des avancées spectaculaires en médecine, en agriculture, en technologie, en communication, presque partout. Et pourtant, en parallèle, on a aussi, malheureusement, semé les graines d'immenses menaces pour l'humanité. Dérèglement climatique, fragilité des écosystèmes, polarisation politique et la fameuse poudrière nucléaire qui plane toujours au-dessus de nos têtes. Alors bon, maintenant qu'on a tout ça sur la table, je pose la question qui tue. Est-ce qu'on peut espérer trouver un bouton reset? Si oui, par où on commence? Je t'avoue, René, que j'ai longtemps cherché ce bouton-là. Et plus j'avance, plus je pense que ce n'est pas un bouton, mais une série de petits gestes, de prises de conscience accumulées, d'actes symboliques et concrets qui pourraient amorcer un changement. Historiquement, les moments de bascule sont rarement venus de grandes révolutions, ils viennent souvent d'un changement de récit. Changer ce qu'on raconte sur nous-mêmes. Arrêter de dire qu'on est condamné à dominer, classer, exploiter. Et commencer à se dire, on peut apprendre autrement. On peut exister autrement. C'est long. C'est lent. Mais l'histoire humaine nous a aussi prouvé une chose. L'espoir, c'est une habitude qui se cultive. Je crois qu'il y a un reset possible, mais il n'est pas technologique. C'est un reset neuronal. Un reparamétrage de nos automatismes. Ce que ça veut dire, c'est apprendre à ralentir le jugement réflexe, à tolérer l'ambiguïté, à choisir l'écoute au lieu du verdict, à s'entraîner à penser contre soi-même, parfois. Ce n'est pas sexy. Ce n'est pas rapide. Mais notre cerveau est neuroplastique. Il peut réapprendre. Et si l'environnement éducatif, social, médiatique nous encourage dans ce sens, on pourrait doucement faire glisser l'humanité vers une autre version d'elle-même. Alors, le bouton reset? C'est peut-être une question qu'on doit se poser à chaque interaction humaine. Je nous écoute et il me semble qu'il manque un élément très important dans l'équation. Le chaos. Parce qu'à écouter vos propositions qui s'avèrent justes, nuancées, inspirantes, je me dis qu'elles supposent du temps, de la réflexion, des efforts coordonnés. Mais regardons bien la réalité en face. Entre la crise climatique, la montée des extrêmes, les guerres, les IA non réglementées, on est clairement au bord du précipice. Et dans notre histoire fiction, s'il y a une suite logique à 4000 ans de dérive, ce n'est pas l'éveil, c'est le chaos. Alors je vous demande franchement, est-ce que l'humanité a besoin de sombrer pour changer? Est-ce que le chaos est un passage obligé vers un mieux-être collectif, vers un meilleur vivre ensemble? Ton constat est dur, mais pas irréaliste.
L'histoire nous montre que les grandes transformations ont rarement lieu dans le confort. C'est souvent le choc, la catastrophe, la douleur collective qui réveillent les consciences. Mais il faut faire attention à une chose. Le chaos, mal dirigé, mal encadré, peut très vite devenir un prétexte pour plus d'oppression. On l'a vu avec les régimes totalitaires du XXe siècle, ou même avec certaines lois d'urgence adoptées dans des contextes de crise. Donc oui, le chaos peut être un point d'inflexion. Mais encore faut-il qu'on soit prêt, collectivement, à le lire autrement, à y voir une brèche pour inventer, et pas juste un gouffre à subir. Je te suis René. Le chaos, d'un point de vue neurologique, c'est la déstabilisation maximale du système. Et parfois, c'est le seul moment où les circuits figés peuvent se reconfigurer. Mais attention, dans le chaos, le cerveau cherche la solution la plus simple, la plus rassurante. C'est là qu'on tombe dans l'autoritarisme, les boucs émissaires, les dogmes faciles. Donc si chaos il y a, et il semble inévitable, alors notre rôle, c'est de préparer le terrain mental pour qu'une autre réponse soit possible. Pas le repli, pas la peur, mais l'invention. Ce n'est pas garanti, mais c'est possible. Dans ma trame fiction, le chaos n'a même pas besoin d'être causé par une guerre ou un conflit social. Il arrive de lui-même, comme un point de bascule organique, un peu comme quand on a eu la COVID en 2019. Tous les experts depuis des années savaient qu'une pandémie allait frapper un jour. Ils ne savaient juste pas quand. Aussi, quand on pense à ce qui arrive parfois à une personne en crise, ça lui prend une rupture, une fracture claire, un électrochoc, un divorce, burn-out, une maladie, pour que la personne décide de ralentir, se repositionne et reparte autrement. Alors, est-ce que ça pourrait être pareil pour l'humanité? En psychologie, on parle de ça comme d'un moment pivot. Quand une personne est en mode automatique trop longtemps, quand elle refoule, quand elle fonctionne malgré tout, parfois, le seul moyen de provoquer le changement, c'est le craquement. La chute. Mais ce qui fait la différence, c'est ce qu'on en fait après. Certaines personnes reconstruisent, d'autres s'enfoncent. Et là, je pense à l'humanité. Le chaos à venir, il ne nous pardonnera pas une reconstruction maladroite. Il faudra une capacité de lucidité, d'écoute, et même de compassion collective. Sinon, on rejouera la même pièce, en pire. D'un point de vue historique, les crises qui viennent de l'intérieur, comme celles que tu décris, sont souvent les plus déstabilisantes. Parce qu'on ne peut pas accuser un ennemi, un autre pays, une religion ou un camp politique. On est face à nous-mêmes. Et ça, c'est dur. La Covid, pour beaucoup, ça a été un moment de retour à l'essentiel, mais aussi d'angoisse, de division, de repli sur soi. L'histoire montre qu'après ces moments-là, tout peut basculer, soit vers le progrès, soit vers le cynisme ou le désespoir. Mais, tu as raison. Parfois, c'est dans le chaos silencieux que les vrais renouveaux se préparent. Et ce que tout ça m'évoque, c'est la finale du film La planète des singes, version années 70. Cette scène marquante où le héros croit avoir découvert un autre monde, mais dans les dernières secondes, il se rend compte que non, il est revenu sur Terre, et que cette même Terre, on l'a fait exploser. Oui, cette image est saisissante. Et ce qui me frappe, c'est qu'elle résume une vérité cruelle du cerveau humain. On ne voit souvent les conséquences qu'à la toute fin, quand il est trop tard. Mais la beauté, c'est que nous avons la capacité de nous en rendre compte avant. Le cerveau humain, s'il est bien nourri, bien entouré, bien guidé, peut imaginer des futurs, briser ses automatismes, choisir différemment. Il faudra choisir de faire autrement avant qu'il ne soit trop tard. Pas après. L'histoire nous donne plein de moments où on aurait pu bifurquer, où on savait, mais où, par paresse, par peur, par orgueil, on n'a rien fait. Aujourd'hui, on n'a plus de savoir, plus de conscience, plus de moyens qu'à aucune autre époque. Mais il nous manque encore une chose, la volonté collective d'écrire une autre fin. Et ça, c'est peut-être notre vraie mission. Comme j'aime les films qui finissent bien, voici ma conclusion fiction d'espoir. Des mouvements spontanés vont émerger, comme MeToo ou Black Lives Matter. Des voix vont s'élever sur les réseaux sociaux, comme lors du printemps arabe. Des foules immenses vont se rassembler pour contester les autocraties, comme on l'a vu en Serbie et très récemment aux États-Unis. Le déclin de l'Empire américain et la multipolarité défendue par Jeffrey Sachs deviendront réalité, non pour fragmenter le monde, mais pour créer les conditions de l'écoute,
du partage et de la collaboration. Et si tout va bien, 2050 marquera le début d'un temps nouveau, comme l'écrivait Stéphane Venn et que nous le chantait René Claude en 1970. Alors oui, 80 ans plus tard, ce sera possible et il ne sera pas trop tard. Merci pour votre écoute. À la prochaine.